harcèlement. Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous aborderons le rôle clé du développement cérébral dans la gestion des émotions et la communication émotionnelle chez les jeunes. Avec le docteur Sylviana Puri, neuropédiatre, nous explorons comment le cerveau des enfants et des adolescents évolue pour influencer leur capacité à comprendre et exprimer leurs émotions, ainsi que la manière dont ces compétences aident à prévenir les conflits et le harcèlement. Dr Napuri nous partagera également des recommandations pratiques pour renforcer la communication émotionnelle dans les écoles, tout en tenant compte des étapes critiques du développement neurologique des jeunes. Bonjour docteur. Bonjour Jules. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ma première question, pouvez-vous nous expliquer comment le développement cérébral des enfants et des adolescents influence leur capacité à gérer leurs émotions et à communiquer de manière efficace? Ok. Alors, peut-être juste une petite introduction. Je dirais que le développement du cerveau humain est le plus long de toutes les espèces. Donc, il commence pendant la grossesse et va se finir vers l'âge des 20-25 ans. Donc, pendant toutes ces années, il existe une vulnérabilité. C'est-à-dire, toutes les structures sont pas aptes à marcher à 100%. Et de ce fait, si on peut dire, pour répondre, comment ce développement va avoir une influence sur les capacités, c'est que il n'est tout simplement pas prêt à gérer ça. Les régions vont se développer, avoir une maturité, notamment les 2 premières années de la vie. Et c'est pour ça qu'à un petit bébé, on peut pas lui demander de arrêter de crier, arrêter de pleurer. C'est la seule façon qu'il a pour exprimer son besoin. Par contre, on peut, depuis tout petit, et c'est quelque chose qui va aider pour plus tard, mettre des mots à chaque fois. Euh, pour, surtout à cet âge-là où le cerveau va intégrer beaucoup d'informations pour qu'il fasse le lien entre je suis stressé, j'ai peur, je crie. Mon moment, la personne qui vient prendre soin de moi me dit ah bah tu es triste, tu es en colère, tu as faim, tu as peur et mettre le lien avec ça pour que petit à petit le cerveau aussi apprenne donc à faire ce lien et la personne va pouvoir mettre des mots dans ses émotions. Alors, et tout ça, donc, on dit dans un cerveau qui évolue, parce que les régions qui vont être prêtes à l'action, si on peut dire, tout au début, c'est les régions des cerveaux qui nous aident dans la survie, un peu. Crier quand on a faim, quand on a peur, bon, voilà, c'est comme ça dans l'évolution de l'espèce, c'est d'assurer cette survie. Et progressivement, donc les régions qui vont nous aider, donc notamment on voit la première année le côté moteur. Un enfant passe des allongés, soutient pas sa tête, à marcher, courir. À la fin de la première année, 2 ans. Puis le langage, puis des connaissances, des développements intellectuels un petit peu plus affinés. Et en fait, les neurosciences nous ont appris à comprendre comment ces développements ou la mise en place de ces fonctions d'apprentissage vont se mettre en place. Et puis après, dans les neurosciences cognitives, surtout ces dernières années, s'est développé les neurosciences affectives et émotionnelles. Et les études scientifiques, les études d'imagerie nous montrent les régions qui ont besoin d'être matures pour que quelqu'un puisse réguler un peu ses émotions, les reconnaître, les réguler. Et je te dis, ça arrive vers 20-25 ans, donc pas avant. Si cet enfant grandit, qui commence à rentrer à l'école et puis devenir un adolescent, dans ce cadre-là, quels sont, d'après vous, les impacts neurologiques d'un environnement scolaire qui pourrait être stressant, conflictuel sur la capacité des enfants à justement exprimer ce ressenti, comme quoi ils sont harcelés, qu'ils se sentent pas bien. Comment utiliser à bon escient leurs émotions pour exprimer leur mal-être? Alors, on peut imaginer que dans une situation de stress, parce que le harcèlement
va conditionner une sensation de peur, d'insécurité, des manques de confiance, que le petit, effectivement, tout petit, va pas pouvoir le reconnaître comme tel, mais il se sent pas bien. Il refuse d'aller à l'école, par exemple, il pleure avant de l'entrée parce qu'il est pas bien. Donc, comment ça va l'exprimer et quel impact l'ambiance de l'école va avoir sur ça? C'est alors l'enfant et l'être humain, il a une grande puissance, on va dire, pour exprimer les choses. On est naturellement, on exprime, on est des êtres de relation, donc ça c'est pas le problème. Ce qui va être important et je pense que c'est un peu le challenge aujourd'hui à partir des connaissances de la neuroscience et tout ça, c'est d'être au fait que c'est nous aussi de l'extérieur qu'on va permettre à cet enfant de avoir un équilibre au niveau affectif, émotionnel, pour que le système de dérégulation puisse continuer à maturer, en fait, à continuer à évoluer. Et donc, comment ça peut affecter un enfant qui est en situation de stress, va sécréter des substances, adrénaline, cortisol, qui peuvent avoir un impact direct avec ces régions de développement de cerveau, en fait, avec le développement, et de ce fait, les études montrent aussi, hein, c'est que simplement, euh, on est paralysé, on peut pas agir, on peut pas interagir. C'est une situation de détresse, donc on est bloqué. Soit on est dans la fuite, soit on est dans l'attaque. Et pour moi, ça explique déjà un petit peu les schémas qui se mettent en place dans le harcèlement, en fait. Mais les deux personnes sont en situation de détresse, si on peut dire. Simplement qu'un a trouvé la façon attaque et l'autre a trouvé la façon sidération, fuite. Donc, comment l'ambiance de l'école va influencer sur ça, c'est directement l'enfant voilà pendant toutes ces années passe beaucoup de temps dans les cadres de l'école, donc si on favorise les relations chaleureuses, respectueuses, euh, douces, bah c'est un cercle vertueux en fait. L'enfant apprend de tout ça et va pouvoir, donc ça aide à que ces régions qui vont progressivement prendre la commande de ces fonctions, donc les régions frontales, vont avoir une maturation qui va se faire de façon plus harmonieuse. Et en même temps, il apprend le lien avec l'autre à travers d'une façon que le dialogue, de mettre des mots dans dans ses ressentis pour sortir de la phase je tape, je crie. D'accord. Ça me parle énormément ce que vous dites, parce que il est vrai que les pourcentages au collège de harcèlement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je sais qu'ils sont très élevés. Donc on pourrait croire que c'est parce que justement ce développement il est encore en recherche, donc il ne sait pas comment, dans ce que vous dites, comment s'exprimer, comment agir, comment répondre à son ressenti, à s'écouter soi-même. On pourrait penser que si le harcèlement est plus important au collège, c'est un peu une façon de profiter de cette vulnérabilité qu'on a quand on a entre 12 et 16 ans en fait. C'est une période vulnérable. Et donc, disons que si ça se met en place, parce que c'est souvent des enfants aux enfants, c'est que c'est le terrain propice. Il y a des fragilités des deux côtés. Et donc, de là l'importance du rôle de l'adulte qui va pouvoir médiatiser un petit peu cette relation pour voilà donner la place à chacun. Merci beaucoup. Une réponse plutôt destinée aux parents. Comment pouvoir se dire là, il a telle émotion, c'est qu'il est joyeux. Là, il est heureux, mais je vois bien qu'il sourit pas comme d'habitude. Comment on peut réussir à repérer cette communication émotionnelle pour faire comprendre aux parents que dans une démarche d'apprentissage, qu'il y a peut-être un souci, que leur enfant ne va pas forcément très bien à l'instant T où ils ont détecté une émotion. Mhm. Donc reconnaître le comportement de l'enfant, en fait reconnaître le souci derrière un comportement de l'enfant. Moi je dirais que
Ce qui me semble important, c'est que depuis tout petit, les relations donc c'est créé, l'enfant, comme on disait, d'émettre des mots aux émotions, verbalisées. Ça semble quelque chose d'un siècle passé. Avant, quand on connaissait pas tout ça, très souvent, on pouvait entendre, en tout cas, pleure pas, c'est pas grave. Bah, si je tombe et je me fais mal, si je pleure, c'est quelque chose qui, voilà, ça exprime bien quelque chose. Je me suis fait mal. C'est pas un problème d'exprimer son émotion. Donc, de la nommer, de la dire. Si l'enfant donc reconnaît ça, d'une part, il va prendre aussi plus d'autonomie dans la gestion de celle-ci. Donc voilà, je sens que je suis en colère, je suis frustrée, etc. Déjà reconnaître l'émotion va permettre de prendre soin de cette émotion, d'aller faire une action par lui-même, dans l'idéal, en autonomie. Je sors marcher un peu parce que je sens que là, ça monte, je suis crispée dans le ventre, j'ai envie de taper tout le monde. Bah, je sors, je marche un peu. Dans l'idéal, c'est ça. C'est pas étouffer les émotions. C'est hyper important. Ça nous aide déjà à exprimer et d'être dans la relation. Et donc, c'est de pouvoir les exprimer et les identifier, les reconnaître pour pouvoir prendre soin d'elles, de ce qu'elles nous disent. Et c'est vrai que c'est important de prendre conscience d'être au fait que un petit, jusqu'à l'âge des 5-6 ans, il est absolument pas en mesure de réguler ceci. Et donc réagir violemment en disant mais tu fais ça exprès ou arrête de crier, c'est quelque chose qui ne va pas apporter des bénéfices. Donc accueillir cette émotion, c'est même si ça semble, oui, on pourrait dire, mais c'est un peu laxiste là, c'est tout le contraire, c'est de lui apprendre à être autonome par rapport à ça, de reconnaître son besoin, et l'enfant va de cette façon passer au fait de, voilà, je prends soin de cette émotion, je l'accueille et j'agis par rapport à ça. Enfant, adulte, et dans l'idéal, adolescent et adulte, toute notre vie, en fait, on pourrait faire ça. Ouais, c'est important d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent, de pouvoir savoir quand un enfant dit à un parent laisse-moi, si c'est un laisse-moi, j'ai juste passé une journée pas top, je vais être tranquille, ou si c'est laisse-moi vous voir là, ça me met en colère. C'est important d'arriver à décréter ce que veulent dire au fond les émotions, parce qu'elles ont toujours une signification, autant sur le développement quand on est enfant, adolescent, que, comme vous l'avez dit, plus tard dans notre vie d'adulte. Pour ma dernière question, quels ateliers, d'après vous, pourraient mettre les enseignants pour travailler justement cette gestion des émotions avec les enfants de l'entrée à l'école jusqu'à la sortie du lycée? Alors, euh, je pense que les enseignants ont une grande créativité, hein. Il y a des exemples partout, des choses mises en place déjà, et je trouve ça très encourageant et très chouette que tout ce que les mots qu'on a mis, on en parle déjà de l'harcèlement, des choses à l'école. Euh, pour citer quelques idées, moi je dirais euh, des activités collectives. Ça montre bien que chacun a sa place dans le groupe, euh, que en fait on peut s'amuser, on peut être en désaccord, on peut imaginer des ateliers où on met un sujet et en cercle, on donne chacun son opinion et apprendre à débattre sans pour autant passer à la violence en fait, d'être en désaccord et avoir une discussion, c'est pas le conflit immédiatement et là. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, peut-être, c'est compliqué. Et donc, faire des ateliers comme cela, des mimer des émotions, par exemple, pour les reconnaître. Il y a des jeunes qui ont du mal à exprimer.
Et donc, de façon ludique, les adolescents en plus sont très très partants pour ce type de choses, des jeux coopératifs, des missions, créer, par exemple, à tour de rôle, un médiateur, quelqu'un qui va prendre ce rôle, qui va apprendre avec dans l'action un peu comment accompagner une différence, un conflit, et pour les deux personnes qui sont en conflit, de pouvoir un peu avoir un tiers, parce que quelquefois discuter en face à face, c'est pas évident. Donc moi j'imagine des activités comme ça qui peuvent être très aidantes. Le plus important me semble la notion de euh, chacun à sa place. Il y a personne doit rester sur le bas-côté de la rue. En fait, on a tous et on est fort et on avance parce que on est ensemble et c'est plutôt la richesse de la différence que nous fait devenir plus forts. Eh ben, merci beaucoup, docteur Napuri, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes questions. Merci. Cet épisode a mis en lumière l'impact du développement cérébral sur la gestion des émotions chez les jeunes. Docteur Napuri a expliqué comment un environnement scolaire stressant peut affecter la capacité des élèves à réguler leurs émotions et comment, en stimulant dès l'enfance, on peut améliorer la résilience face au harcèlement. En intégrant des pratiques qui encouragent l'expression émotionnelle et en soutenant le développement neurologique, les écoles peuvent créer un cadre plus propice à des relations positives et à une meilleure gestion des tensions. Cet épisode a souligné l'importance de sensibiliser les adultes à ces enjeux pour mieux accompagner les jeunes dans leur parcours émotionnel. À bientôt pour un nouvel épisode.